débat avec vous pour commenter l'actualité aujourd'hui. Pardon, on a mangé un petit chocolat que nous a apporté Jérôme Ripoul. Je le dis, je balance. Merci Jérôme Ripoul, avec directeur plaisir. associé de l'agence Confluence et coprésident d'Opinion Valley. Michel Taube, fondateur du site d'information Opinion Internationale, fondateur d'Ensemble contre la peine de mort. Bonjour. Bonjour à vous. Carl Olive, maire de Poissy, bonjour à vous. Bonjour, meilleur Et puis buteur de France. Voilà, meilleur buteur de France. Et vous avez publié Ce beau pays qui est le mien aux éditions Ballant. C'est positif pour une fois. Hein. La France, le paradis peuplé de gens qui se croient en enfer. Absolument. Et Nicolas Corato, président fondateur du think tank Place de la République. Bonjour Nicolas. Bonjour Valérie, bonjour à tous. J'espère que vous viendrez un jour en studio nous voir quand même. Ah ben oui, manger des chocolats. Absolument. Alors Jérôme, on va vous inviter avec Jérôme. Et Gilles Gansman qui est là pour le zapping de la présidentielle. Sud Radio, le zapping de la présidentielle. Ce matin, Valérie, je vais la jouer un peu restaurant étoilé. Je vais vous offrir un petit amuse-bouche comme ça pour démarrer le petit zapping avec Valérie Pécresse. Vous savez, elle est débordée, Valérie. La préparation des meetings, les télés, son programme. Elle n'a plus le temps d'aller au cinéma, la pauvre. Mais elle a un plan. Je suis une cinévore absolue. Même en ce moment ? En ce moment, c'est un peu plus dur. Je vous cache pas. Mais dans 2 mois, je me rattraperai. Voilà. Donc, voilà. je C'est pense que l'inconscient qui parle. Oui, mais on peut l'entendre de 2 façons. Oui. Elle, la première, évidemment, comme Oui, on l'a tous entendu, c'est la campagne. elle part, non, oui. mais peut-être qu'elle part perdue d'avance et qu'elle se dit que dans 2 mois, elle sera en vacances. Mais il y a une autre théorie, c'est que elle se dit, je vais gagner l'élection présidentielle, et une fois que je serai élu, j'aurai tout le loisir de regarder les films que je veux, aux frais de la princesse. Il y a une salle de production privée voilà. à l'Élysée. Donc c'est pas non plus une conception, je trouve, très dynamique de l'exercice du pouvoir. On n'arrive pas au pouvoir pour garder, aller au cinéma tout le temps. Quoi. Oui, mais bon, c'était pour parler de la campagne. Voilà. Bon, parce que ça va être pire après. Non, ça va être pas mal. On connaît la guerre Coca-Pepsi, on connaît Burger King contre McDo, Tom contre Jerry. Désormais, c'est Marine Le Pen face à Éric Zemmour. Et franchement, cette guéguerre fait désespérer Robert Ménard. Vous allez voir sur LCI, il en avait marre. C'est pitoyable, c'est ridicule, c'est minable. Je veux dire, là, on est rentré dans une guerre dont profite tout le monde sauf nous. Je veux dire, on aura été assez stupide alors qu'on représente plus de 30%, si j'en crois les sondages, de gens qui sont prêts à voter pour nos candidats. On est foutu de ne pas être au second tour. Enfin, c'est pas possible. Et puis l'image qu'on est en train de donner, enfin, vous imaginez, on expliquait qu'on faisait pas de la politique politicienne. Enfin, j'espérais qu'on serait plus grand, plus adulte, plus responsable que ça. Honnêtement, ça donne pas envie. Là, ça donne pas envie. Ouais. Voilà, un peu déçu de la politique politicienne qu'a rattrapé, c'est parti. Face aux critiques des Républicains sur son départ, alors hier, Éric Woerth, il a sorti l'arme fatale. J'ai eu Nicolas Sarkozy au téléphone, non ? J'ai simplement appelé amicalement avant de le rendre public. Il m'a dit qu'il était mon ami, mais qu'il soutenait toujours ses amis, mais dans leur choix personnel. Mais il était très amical. Il m'a dit que j'étais son ami. Que vous restiez son ami. Et qui me soutenait personnellement. Pas qu'il soutenait nécessairement ma décision. Il y a une petite différence. Et il s'exprimera, j'imagine, à un moment donné ou à un autre, je n'en sais rien. Mais en tout cas, c'était très, très amical et c'est la relation que nous avons. On se le dit chez les Républicains. Ça veut dire comment vous l'interprétez, Carl Olive? Que Nicolas Sarkozy, qu'on l'apprécie ou qu'on l'apprécie pas, reste un personnage incontournable de la famille de la droite républicaine et chacun va chercher, entre guillemets, sa bénédiction. Ça va sans dire mieux. Là, c'est une bénédiction hors parti quand même. Hein. Oui, je pense qu'il n'y a pas un ralliement comme Éric Woerth ou malheureusement une sortie parfois maladroite et un peu offensive qui ne soit pas, en tout cas en amont, non pas validée, mais en tout cas qui est une information qui soit envoyée à l'ancien président de la République. Je n'y crois pas une seule seconde. Et pour dire vrai, je pense qu'ils ont raison de faire ça. Ouais. Nicolas, vous pensez la même chose ?
Oui, moi je vais même plus loin. Je pense que c'est une manifestation de plus de l'alliance objective entre Nicolas Sarkozy et Emmanuel Macron. Et qu'effectivement, le départ d'Éric Woerth ne peut pas se faire sans le consentement de Nicolas Sarkozy. Et que le silence de Nicolas Sarkozy par rapport à la campagne et à la candidature de Valérie Pécresse s'interprète également dans le même sens. Donc oui, il y a une alliance au moins objective entre l'ancien président de la République et l'actuel. Voilà pourquoi ce son est beaucoup plus important qu'il n'y paraît. Ah, voilà Ségolène Royal. Alors, c'est un peu la Rachida Dati de la gauche. Hein. Enfin, au premier prix, un peu Jiffy. Hein. Mais hier, elle s'en est pris à Ségolène Royal, qui a... Si, hier, elle s'en est pris... Non, pardon. Non, oui. Ségolène Royal, elle s'en est pris à qui? À Anne Hidalgo? À Anne Hidalgo, pardon. À Anne Hidalgo. Voilà, pardon. Je pense qu'il faut qu'elle prenne ses responsabilités. À sa place, j'arrêterai. C'est tout ce que je peux vous dire. À sa place, vous arrêteriez. Dans une dynamique de rassemblement, bien sûr. Cela dit, c'est un choix entre plusieurs inconvénients, parce que ça veut dire qu'il n'y a pas de candidat socialiste en tant que tel, mais il y a un second tour. Ou plutôt un troisième tour. Il y a les 2 tours de l'élection présidentielle et il y a les législatives. Il faut être absent de la présidentielle et penser compter pour les législatives. Vous savez, toute nouvelle époque politique se réinvente. Voilà, on reparlera de Ségolène Royal qui a annoncé soutenir Jean-Luc Mélenchon. Oui, elle a pris un recadrement en forme ce matin de Patrick Menucci, qui a rappelé que le Parti socialiste, jusqu'à preuve du contraire, était toujours en lice et que son candidat, ou plutôt sa candidate, était Anne Hidalgo. Oui, on va en reparler tout à l'heure. Et puis, c'est tout? Ben oui. Ah bah, il manque un 4e son. Mais il y a eu 4 sons. Ah bon, bah alors il en manque peut-être un 5e. On ne s'en lasse pas. Reprenez un chocolat. Voilà, je vais reprendre un chocolat, absolument. On va passer à vos coups de cœur, vos coups de gueule. On va évidemment parler tout à l'heure de la France qui a annoncé son retrait du Mali ce matin. Ségolène Royal, donc, qui soutient Jean-Luc Mélenchon. Et puis le pass vaccinal qui va bientôt disparaître. Pourquoi le prolonger? Est-ce qu'il a encore une utilité? Pourquoi attendre le mois de mars? On en parlera dans un instant. Peut-être commençons avec vous, car le livre, c'est un coup de cœur. C'est un coup de cœur. Je veux célébrer ce qu'on ne célèbre pas, comme dirait Stromae, ou qu'on ne célèbre plus. Je pense à toutes ces personnes qui sont dans la fourmilière des centres de vaccination, ou plutôt des lieux de vaccination en France. Il y en a un peu plus de 3000 et qui ferment actuellement. Et c'est peut-être un signe de bonne santé. Mais je n'oublie pas toutes celles et ceux qui, depuis quasiment 2 ans, alors avec des lieux de dépistage, avec des lieux de vaccination, avec des lieux de consultation, ont permis de gagner la bataille du virus. Et je pense aux agents des collectivités, je pense aux bénévoles dans les réserves citoyennes et communales, je pense évidemment aux infirmiers, je pense encore une fois aux médecins également qui toute la journée, c'est encore le cas partout en France, vaccinent à tour de bras. Alors vaccinent un petit peu moins et ont su créer aussi, alors écoutez bien, je pense que c'est aussi une mixité sociale qui a été créée avec un creuset social de personnes qui ne se seraient peut-être jamais rencontrées et qui ont créé des familles. Moi je me souviens la fermeture d'un premier centre de vaccination chez nous qui s'appelait chez Morissette. On a fait une grande fête avec des gens qui avaient les larmes aux yeux parce qu'ils s'étaient connus pendant 8 ou 9 mois et avaient serré les coudes. Puis aujourd'hui c'est Raymond. Chez Raymond va fermer d'ici quelques jours et voilà. Je voulais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas. Qu'est-ce qu'une mairie fait du stock des vaccins qui vont rester avec la fermeture? Alors, qu'est-ce que vous faites vous en tant que maire? Alors d'abord, on est vraiment sur, je dirais, un budget sincère à l'instant T, c'est-à-dire qu'on est sur de la provision et sur des réalisés. Et tout ce qui n'est pas, entre guillemets, consommé, repart à l'hôpital intercommunal Poissy-Saint-Germain. Donc on n'a pas de stock en tant que tel qui, si la question c'est ça va partir à la poubelle, non. Ça va rester, on va en parler tout à l'heure, mais le virus va continuer de circuler, il va falloir aussi l'anéantir d'une autre manière, mais en tout cas, voilà. Vraiment, il y a eu un élan de solidarité, de complémentarité, quelque chose qu'on a vu aussi, Valérie Expert, c'est la complémentarité entre la médecine publique et la médecine privée. Ça, on l'avait jamais vu auparavant, entre l'hôpital public et les médecins généralistes. Et ça, c'est formidable. Allez, c'est l'heure du journal. Il est bientôt 11h sur Sud Radio. On se retrouve dans un instant pour commenter l'actualité. Le 10h midi avec vous jusqu'à midi. La France annonce son retrait du Mali. Ségolène Royal qui soutient Jean-Luc Mélenchon. Et puis le pass vaccinal a-t-il encore une utilité? On en parle avec Nicolas Corato, président fondateur du think tank Place de la République, Carl Olive, maire de Poissy, Michel Taube, fondateur du site d'information Opinion Internationale et fondateur d'Ensemble contre la peine de mort, Jérôme Ripoul, directeur associé de l'agence Confluence et coprésident d'Opinion Valley. On continue notre tour de table sur ce qui a retenu votre attention
aux uns et aux autres. Nicolas Corato, c'est un coup de gueule. Oui, enfin, c'est pas un coup de gueule à proprement parler, c'est une alerte. Je voulais parler du projet de fusion du rachat d'Hachette par Editis. Alors, ce sont deux énormes maisons, groupes d'édition, qui contrôlent à L2 quasiment 60 à 70% du marché du livre, toutes catégories confondues. Hachette étant actuellement la propriété du groupe Lagardère et Editis étant dans le giron de Vivendi et donc du groupe Bolloré. Donc il y a un projet de fusion, tout cela est actuellement étudié à Bruxelles puisqu'il y a un contrôle en termes de concurrence. Et actuellement, ça suscite beaucoup d'émotions dans le milieu de l'édition. Antoine Gallimard est intervenu récemment en disant que l'indépendance de l'édition française était en cause. Des auteurs aujourd'hui se positionnent pour dire qu'ils veulent faire jouer une clause de conscience leur permettant de quitter les groupes d'édition tout en conservant leurs droits d'auteur. Il faut qu'on regarde attentivement ce sujet parce que d'abord le marché d'édition en France est très particulier et très fort et on a la chance en France d'avoir un pluralisme en termes d'édition qui permet à toutes les sensibilités de s'exprimer. Deuxièmement, ce qui est en jeu dans cette fusion, c'est la distribution du livre, puisque ces deux groupes, s'ils fusionnaient, contrôleraient quasiment 80% de la distribution, c'est-à-dire de la capacité d'amener un livre jusqu'à un point de vente, que ce soit un point de vente virtuel ou un point de vente réel. Ça va de votre kiosque à journaux jusqu'à votre librairie en passant par les supermarchés. Et ça pose une difficulté. Et puis enfin, il y a une troisième difficulté qui concerne, à mon avis, plus spécifiquement l'État, qui est que ces deux groupes contrôlent à peu près 80% des livres scolaires et parascolaires. Et que là, ici, le principal client, c'est pas vous, c'est pas moi, ce sont les collectivités publiques et l'État. C'est donc un sujet d'argent public. Et j'aimerais que sur ce sujet où on sent beaucoup de discrétion de la part du gouvernement, pour ne pas dire de l'indifférence, ou pour ne pas dire de la facilité, nos élus se positionnent. Parce qu'il s'agit d'un sujet d'intérêt général et de service public. Moi, je serais très inquiet que dans un pays comme la France, finalement, on n'ait plus qu'un groupe d'édition qui édite des manuels scolaires. Ouais. Et j'en reste là, pour ne pas parler du reste. Oui. Michel, plusieurs choses. D'abord, je salue ce que... Le coup, enfin, je ne sais pas si c'est un coup de gueule, mais c'est une très grande inquiétude. En tout cas, une alerte, oui, sur Nicolas, cette concentration. C'est très très bien d'en parler. Le problème se pose également dans les médias d'information, qui sont pour la plupart on va recevoir, nous, lundi, justement, le sénateur qui est en charge des auditions sur cette concentration dans les médias. Parce que c'est exactement la même chose. Je note d'abord que c'est l'Union européenne qui assure la vérification des problèmes de respect de la libre concurrence. On critique souvent l'Europe, mais c'est elle qui essaye. C'est très très difficile. Mais la réalité, je crains fort que la chose soit déjà pliée, parce que Hachette, c'est effectivement Lagardère. Lagardère a été déjà racheté pas racheté, mais conquis capitalistiquement par Vincent Bolloré. Et donc, de facto, déjà, 80% du marché de l'édition français appartient au groupe Bolloré, qui est aujourd'hui le nouveau grand matador de l'économie française. Ouais. Et avec des ramifications considérables. Et je trouve que dans un pays comme la France, qui est très jacobin, qui est très attaché au service public, c'est certainement le pays où il y a le moins de diversité et de libre concurrence sur des marchés aussi sensibles que l'édition et les médias. On verra ce qui va sortir de cette commission et on en parlera effectivement avec David Assouline. Demain, c'est Lagardère qui doit être entendu, ainsi que Xavier Niel. Oui, et Nicolas le soulignait, ce qui est inquiétant, c'est non seulement la concentration des éditeurs, ça c'est un fait, mais surtout la concentration de la distribution. Un livre, vous pouvez le tuer de façon différente, soit en ne publiant pas, soit en ne distribuant pas. Absolument. Et là, c'est extrêmement compliqué que de savoir que 80% de l'édition va passer entre les mains de cet acteur. Donc ça c'est un autre souci qui, moi, m'inquiète beaucoup pour les petites maisons d'édition indépendantes. Vous avez un point de vue Juste pour reprendre ce que disait Nicolas Corato à juste titre, je pense qu'il est temps, certainement, d'avoir... sinon des états généraux, en tout cas des assises qui nous permettent de remettre tout sur la table, autour de la table, autour de la concentration et des médias et certainement des éditions. Et on pourrait même aller sur ce qui se passe dans le service public parfois. Abondance de biens ne nuit pas. Évidemment qu'il y a des côtés partisans qui se mettent en place, et ça s'appelle la démocratie. Jusqu'où peut-on ne pas aller? C'est la vraie question, et ce serait un des points d'entrée pour ces états généraux, pourquoi pas.
Michel Taube, coup de gueule. Alors, non, c'est un point dont aucun média parisien n'a parlé. Alors, permettez-moi de rebaptiser pendant une minute Sud Radio en Est Radio, parce que il se passe une chose quand même assez hallucinante en Alsace actuellement. Il y a un référendum, enfin une consultation populaire qui a été organisée par Monsieur Bierry, qui est le président de la collectivité européenne d'Alsace. Alors déjà, est-ce que vous savez que depuis un an, les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin ont fusionné dans une nouvelle collectivité qui s'appelle la collectivité européenne d'Alsace, qui fait office de département. Donc en fait, juridiquement, le Bas-Rhin et le Haut-Rhin n'existent plus. Il n'y a plus qu'une seule collectivité. Et cette collectivité européenne d'Alsace, dont le siège est à Colmar, ma ville natale, la collectivité européenne d'Alsace a décidé de partir en guerre contre la présence de l'Alsace dans la région Grand Est, qui avait été créée par François Hollande et Manuel Valls il y a 7-8 ans. Et depuis 2 jours, il y a un référendum organisé par cette collectivité en Alsace pour demander aux Alsaciens s'ils sont d'accord de demander le retrait de cette collectivité européenne d'Alsace de la région Grand Est pour refonder la région Alsace. Et le vote est assez important. Il y a plus de 120 000 personnes qui ont voté. Le résultat sera connu en début de semaine prochaine. Mais il y a un vrai vent de fronde en Alsace, de beaucoup d'Alsaciens, alors pas tous les Alsaciens, puisque le président de la région Grand Est, c'est Jean Rotner, qui est lui-même alsacien, mais qui lui défend évidemment la région qu'il dirige, la grande région qu'il dirige. Mais voilà, il y a un mouvement de fronde, il n'y a pas que les Corses qui demandent l'autonomie, il n'y a pas que certains Bretons. En Alsace, ça bouge aussi, et si Emmanuel Macron est réélu président de la République, beaucoup d'élus alsaciens ont décidé de redoubler d'efforts pour essayer d'obtenir cette scission en fait de la région Grand Est, et donc c'est de l'actualité chaude, mais bon, on n'en parle pas assez, je trouve, à Paris. Je trouve que c'était important de le et sur Sud Radio non plus, parce qu'on est plutôt écouté dans le Sud qu'à l'Est. Oui, c'est pour ça que j'hésitais, mais bon, Est Radio pendant une minute. Absolument. Jérôme Ripoul, coup de gueule. Oui, coup de gueule. On a appris récemment, grâce à une députée de Paris, Brigitte Custer, qui dirige une mission d'information parlementaire sur la restauration de Notre-Dame de Paris, que la ville de Paris, donc Anne Hidalgo, pour ne pas la citer, puisque elle est encore maire de cette ville, outre le fait qu'elle soit candidate, allait réclamer à l'établissement public qui gère la restauration de Notre-Dame 3,4 millions d'euros par an pour occupation de l'espace public. Donc en clair, on nous explique que ce qui est un des joyaux du patrimoine parisien, Notre-Dame, la restauration, puisque une partie de cette restauration occupe l'espace public, va être taxée à hauteur de 3,4 millions d'euros par an, c'est-à-dire, au final, si les chantiers durent plus de 5 ans, plus de 15 millions d'euros. Alors ça pose plusieurs problèmes. Premièrement, vous avez des donateurs français entreprises, particuliers entreprises qui font don à l'établissement public, qui reçoivent une défiscalisation de qui ? De l'État, et qui vont voir leurs dons fiscalisés, taxés par la mairie de Paris. Alors là, c'est première absurdité. Deuxième absurdité, Anne Hidalgo a promis 50 millions d'euros pour la rénovation des murs, et maintenant elle va reprendre, elle donne et elle reprend sur le parvis, alors semble-t-il avec l'accord du diocèse, etc. Mais je trouve que c'est hallucinant. Et face à ça, silence radio de la mairie. C'est le premier adjoint qui parle, qui dit bah oui, ça se fait, etc. Oui, sauf ça, c'est effectivement, on a eu un autre cas qui a été cité dans les médias hier, c'est Nantes, où la cathédrale a brûlé, où il y a eu des travaux qui ont occupé l'espace public et où la mairie a renoncé à la taxe. Donc c'est quand même, Paris, ça devient absolument délirant, et il n'y a pas de, le navire aujourd'hui ne fait plus faux, il coule, quoi. C'est vraiment. C'est taxer, facturer l'occupation de l'espace public. Ça vous dit quoi, monsieur le maire ? Ça nous dit qu'on fait exactement le contraire dans des collectivités qui ont le pragmatisme et le bon sens chevillé au corps. Je vous donne des exemples. Pendant l'épidémie, l'extension et la création de terrasses sur l'espace public que volontairement nous avons. Alors on est obligé de facturer, mais facturer à l'euro symbolique, c'est la loi. Non mais là on marche sur la tête, et on se demande pourquoi on a autant d'éloignement entre les élus et les administrés, ceux qui ne croient pas à la politique dans le sens noble du terme. Voilà. Et on n'est même pas en plus capable de s'expliquer en tant que tel. C'est terrible. Et on viendra peut-être nous mettre en plus
plus derrière, des sujets sur la loi de 1905, etc., etc. Ouais. C'est incroyable de non-sens. Voilà. Oui, mais c'est... Valérie, si Nicolas, je peux réagir. Ça confirme quand même un sentiment qu'on a à Paris depuis plusieurs mois, je dirais pas plusieurs années, mais plusieurs mois, qui est que finalement on a à Paris une administration qui est en roue libre. On se demande où sont passés les élus municipaux, où est passé le management politique. Et effectivement, il s'agit là... Le maire de Poissy le disait fortement, il y a une obligation de facturation. Manifestement, les services sont allés au bout avec beaucoup de zèle de la logique et de la procédure, mais on a l'impression qu'il n'y a aucun arbitrage politique sur les décisions qui sont prises aujourd'hui par l'administration municipale à Paris. Et je pense que c'est une forme de désertion des élus. Peut-être sont-ils très occupés à autre chose, mais quand on est élu municipal, la moindre des choses aussi, c'est de contrôler son administration. Olivier nous dit Anne Hidalgo cherche à dégonfler la dette de façon assez sournoise. 7 à 8 milliards d'euros. Ça va pas faux. Et moi, je crains le retour de balancier pour les Parisiens du retour à la mairie de Paris de Anne Hidalgo dans les semaines qui viennent. C'est ça, moi, surtout qui en ce moment. Vous ne devez pas comme Ségolène Royal pour un abandon de la candidate à la présidentielle, mais aussi de la maire de Paris de son mandat. Oui. Mais effectivement, c'est vrai qu'on marche un peu sur la tête à Paris. Vous aviez entendu cette phrase, Gilles Gansman nous l'avait passée dans le zapping d'Anne Hidalgo, qui disait votez pour moi, je ferai de la France ce que j'ai fait pour Paris. Je pense que les Français sont très intelligents et qu'ayant observé ce qui se passait à Paris, ils en ont tiré les conséquences dans... Mais juste un dernier mot, ce que dit Carl Olive est très important. Pourquoi ? Parce qu'il est élu d'une ville comme Poissy, il est élu directement pour ses administrés, ses électeurs. Là, vous avez une maire qui est élue par quoi ? Par le conseil municipal de Paris. Donc en fait, elle n'est pas en prise directe avec les Parisiens. Elle n'a pas été élue par les Parisiens, elle a été élue par les conseillers d'arrondissement. Enfin, par les élus d'arrondissement. Donc ça pose un problème, quoi. Parce que là, il n'y a plus de prise directe et plus d'adhérence avec le terrain. Je vous confirme que la nature de la baffe est différente, effectivement, quand on est en prise directe avec les administrés. C'est pas la même chose. Allez, petite pause de pub et on revient dans un instant. On va parler du Mali. À tout de suite. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi. L'actualité, c'est évidemment le Mali avec la conférence de presse ce matin du président de la République. La France et ses partenaires européens ainsi que le Canada ont confirmé le retrait du Mali des opérations militaires anti-djihadistes Barkhane et Takuba. Je vous propose d'écouter un extrait de l'allocution du président de la République. Enfin, et c'est le 4e axe, nous nous sommes rejoints sur une évidence. Nous ne pouvons pas rester engagés militairement aux côtés d'autorités de fait dont nous ne partageons ni la stratégie ni les objectifs cachés. C'est la situation à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui au Mali. La lutte contre le terrorisme ne peut pas tout justifier. Elle ne doit pas, sous prétexte d'être une priorité absolue, se transformer en exercice de conservation indéfinie du pouvoir. Elle ne peut pas non plus justifier une escalade de la violence par le recours à des mercenaires dont les exactions sont documentées en République centrafricaine et dont l'exercice de la force n'est encadré par aucune règle ni par aucune convention. Dans ces conditions, la France et ses partenaires engagés dans des missions de lutte contre le terrorisme, à savoir les États participants à la Task Force Takuba, ont pris la décision de retirer leur présence militaire au Mali. Ce retrait se traduira par la fermeture des emprises de Gossi, de Ménaka et de Gao. Voilà, donc Michel Taube, vous vouliez en faire votre... Alors j'ai écouté attentivement la conférence du président de la République, c'est mon édito du jour dans mon journal Opinion Internationale. C'est très important, c'est très grave ce qui se passe. Mais le problème, c'est que ça ne va pas s'arrêter au Mali. Mais non. Parce qu'en fait, les raisons qui ont amené au retrait de la France du Mali, aujourd'hui même, et dans les semaines qui viennent, et les troupes militaires françaises, c'est quand même 2500 hommes, vont être déplacés vers le Niger, en fait. Mais les mêmes raisons font que fort probablement, il va arriver la même chose dans les prochaines semaines au Burkina Faso. Pourquoi ? Parce qu'au Burkina Faso, il y a un mois, il y a eu un coup d'État militaire. Et que ce que reproche Emmanuel Macron au Mali, c'est qu'il y a eu 2 coups d'État militaires depuis 2 ans, et que les autorités maliennes ne sont pas légitimes à discuter avec les Français. Donc exactement le même motif est valable aujourd'hui au Burkina Faso. Et pire que ça, vous avez d'autres pays de la région qui ne sont pas des États de droit, où l'argent qui est envoyé, les aides financières considérables sont détournées. Moi, j'ai eu plein d'informations sur, par exemple, la France a envoyé des millions de vaccins en Afrique pour la solidarité avec nos pays africains, et les vaccins sont détournés, ils sont vendus
sont vendus par les autorités locales aux personnes sur place. Donc, si vous voulez, vaste débat. Là. Oui, mais il faut qu'on reconcentre sur Barkhane et sur la situation militaire. Il y a un retrait de la France, mais je pense que je crains qu'il ne soit pas terminé. Je pense que on n'a pas. Il y a eu des brouilles diplomatiques depuis des semaines. Je pense que c'est un coup très fort donné. On a beaucoup critiqué François Hollande, son présidence qui a été perdu, etc. Il a eu le courage d'envoyer des troupes françaises au Mali à la demande des autorités maliennes fin 2013. 8 ans après, on se retire du Mali. Je pense que c'est en partie à cause des autorités maliennes, mais c'est aussi parce que on a trop misé sur le militaire, on n'a pas été assez exigeant avec nos partenaires africains pour qu'ils respectent les conditions de l'état de droit. C'est ce qu'Emmanuel Macron avait dit d'ailleurs à son grand discours de Ouagadougou. Donc voilà, c'est un moment très grave, très triste. Moi je pense aux 53 Français qui sont morts au Mali, les soldats français qui sont morts au Mali. Voilà, c'est beaucoup de temps perdu et beaucoup d'énergie perdue. J'ajoute que Emmanuel Macron récuse l'idée d'un échec. Il dit qu'est-ce qui se serait passé si on n'avait pas envoyé nos soldats à l'époque. On aurait vu un effondrement de l'État malien. Donc non, ce n'est pas un échec, mais c'en est un quand même. C'est un peu du en même temps, c'en est un aussi, Carl Olive. D'abord, il faut peut-être reconceptualiser, si je peux me permettre. 2013, et vous venez de le dire, Valérie Expert, à juste titre, la France est accueillie en héros pour, entre guillemets, sauver le Mali. Et rendons à César ce qui appartient à Monsieur Hollande. Qu'est-ce qu'on va faire au Mali ? On vient s'attaquer aux racines du mal, on vient s'attaquer à Al-Qaïda, on vient s'attaquer à Daesh pour que ce qui se passe parfois sur l'Hexagone ne vienne pas plus contaminer ce qui a été dommageablement contaminé. Et puis aujourd'hui, on a une junte militaire qui clairement, après ce coup d'État, fait savoir qu'elle ne veut plus entendre parler de la France dans son pays. À partir de là, il y a des décisions qui doivent être prises. Celle de ce matin est le fruit d'un résultat collégial qui a été façonné depuis quelques semaines et validé hier soir à l'Élysée. Et aujourd'hui, il va y avoir un redéploiement, et Michel Taube vient de le signaler, des 2500 plus 2000 autres, environ 5000 militaires dans la région, dans la région du Sahel. Peut-être avec d'ailleurs plus de coordination en matière de formation, en matière de coordination technique. Mais le message qui est envoyé aujourd'hui est un message qui était finalement attendu. On veut plus de vous. On est même menaçant à l'endroit de la France. L'ambassadeur a été répudié. Il faut en tirer les conclusions et en même temps, et c'est vrai, vous avez raison, et en même temps, faire en sorte d'envoyer un signal fort, le signal européen, que cette région-là doit rester malgré tout sous surveillance parce que les racines du mal continuent à s'ancrer à la fois dans la région et quand elles s'ancrent dans la région, on peut en avoir potentiellement des conséquences sur le territoire français. Alors, je voudrais, Nicolas Corato, que vous réagissiez. Oui, je partage la gravité évoquée par Michel Taube parce que c'est un moment peut-être tragique au sens historique du terme pour ce qui se passe en Afrique. C'est quand même un échec. C'est quand même un échec de deux politiques. D'abord, la stratégie du deuxième front, qui était l'idée que la lutte contre le terrorisme passait aussi par l'instauration d'un front à l'étranger, un front militaire, ce qu'on a fait au Sahel, mais ce qu'on a fait également en Syrie. Et on voit bien que, d'abord, la menace terroriste peut-être a été endiguée, contenue, mais qu'elle existe toujours et qu'on n'a pas réussi à éradiquer le risque terroriste avec cette stratégie. Le deuxième échec, à mon sens, et les militaires le sont les premiers à le dire, c'est qu'on a fait peser justement sur les militaires quasiment 100% de l'objectif et qu'on n'a pas politiquement traité le sujet, tout comme d'ailleurs les Américains ont échoué en Afghanistan avec leur stratégie de nation building, c'est-à-dire qu'on a eu une vocation quasiment uniquement militaire. Et il faut voir aussi la vision qu'ont les Maliens de ce qui se passe dans leur pays et du rôle de la France. C'est-à-dire qu'effectivement, on a été accueillis en héros entre guillemets en 2013, mais on était aussi accueillis comme par les Maliens. Le peuple malien regardait aussi l'activité de la France, l'arrivée de la France, comme une forme de soutien à un régime, celui du président Ibeka, qui était notoirement corrompu,
notoirement impopulaire. Et d'une certaine manière, on est rentré dans un jeu assez malsain où nos soldats, certes, ont lutté contre le terrorisme, mais ont de fait aussi soutenu un régime qui n'était plus soutenu par la population. Et d'ailleurs, la junte militaire qu'on critique beaucoup en Europe est assez populaire au Mali. Plus personne ne veut revenir au système politique antérieur. Donc on s'est retrouvé quand même, peut-être malgré nous, entraîné dans une tragédie malienne qui ne fait que commencer. Et la dernière chose que je voulais dire, c'est que oui, nous quittons le Mali, mais d'autres prendront la place. Qui et avec quelles conséquences pour ce pays? Oui, parce qu'on y allait pour évidemment, si on se remet dans le contexte, pour les un peu égoïstement aussi pour nous, sauf que je pense que les Maliens n'ont jamais vraiment aimé la présence des Français sur leur sol. Alors attendez, Jérôme, vous voudriez réagir? Non, effectivement, les Maliens n'ont sans doute pas soutenu l'arrivée des troupes françaises, mais le drame, c'est, comme le disait Nicolas à l'instant, c'est qu'on va être remplacé par une milice. C'est-à-dire que l'armée française, qui agit quand même, qui est dirigée par un président élu démocratiquement, Emmanuel Macron, va être remplacé par une milice qui est aux mains de la Russie et qui agit sur les ordres de Poutine pour des raisons qui sont très différentes de celles de l'armée française. Moi, je trouve que le problème, c'est l'angélisme français. On a fini par mettre nos actes en accord avec nos idées. C'est-à-dire, en clair, ce que disait Nicolas, on n'a pas soutenu la junte. Parce qu'elle a été remplacée. Je veux dire, IBK a été remplacée. Au Burkina Faso, on a laissé aussi l'ancien président être renversé. Donc en clair, la France aujourd'hui ne prend plus le rôle politique qu'elle a tenu après la décolonisation à cœur. C'est-à-dire qu'elle laisse se jouer le jeu national comme il se joue. Enfin, pas toujours. Hein, parce qu'au Tchad, lorsque le président a été assassiné dans une guerre justement contre les djihadistes, Macron a couru à N'Djamena pour soutenir son fils qui prenait le pouvoir. Oui, on voit ce que ça donnait quand même. Mais c'est vrai, parce que là, mais globalement, on voit qu'on a quand même abandonné l'idée qu'on devait maintenir ces régimes en place. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il y a un pragmatisme qui se fait, on n'est plus soutenu, on est éjecté, et je pense que Emmanuel Macron, il paie le résultat d'une politique française qui dure depuis 20 ans. C'est pas... Il en est que le... Moi, je pense que c'est deux choses. Je pense que c'est un échec d'Emmanuel Macron. Je vais vous dire pourquoi. En 2017, quand il a été élu, il a été 2 fois en Afrique. Il a été une fois à Ouagadougou, une fois à Dakar, où il a fait des grands discours devant les jeunes Africains de ces pays-là en disant « Prenez le pouvoir, les sociétés civiles, vous êtes l'avenir de ces pays ». Il a donné la leçon devant le président du Burkina Faso. Et vous savez qu'en Afrique, le respect des aînés est très important. Il l'a quasiment humilié, il est sorti de la salle avant de revenir. D'accord. Et Emmanuel Macron a dit « C'est vous les sociétés civiles qui avez le pouvoir ». Or, au Mali, lorsque le président IBK, comme l'a dit Nicolas Corato, s'est révélé complètement corrompu, la France aurait pu se mettre du côté des sociétés civiles qui demandaient son départ. Et lorsqu'il y a eu un coup d'État, elle aurait peut-être pu choisir de plutôt soutenir un coup d'État populaire pour essayer de rebattre le cas. Il ne l'a pas fait. Donc Emmanuel Macron n'a pas du tout tenu la promesse qu'il avait faite aux Africains d'être sur la question de l'état de droit. Et je pense beaucoup aux millions de Français binationaux, franco-maliens, franco-sénégalais, franco-burkinabés qui aujourd'hui ont les boules, excusez-moi de parler comme ça, parce que vous allez voir ce qui va se passer au Mali dans les semaines qui viennent. Ça va être très dur, parce que la junte qui est actuellement au pouvoir, avec le soutien de la Russie, le peuple malien va s'en mordre les doigts. Et la deuxième chose que je voulais dire, pour revenir à la politique française, c'est que je pense que demain va se clore la séquence diplomatique d'Emmanuel Macron. Et il a été en Russie, il a aidé et fort efficacement, et il faut s'en féliciter, avec l'Allemagne à convaincre Poutine de reculer par rapport à ses velléités d'invasion de la Russie. Aujourd'hui, ce matin à Paris, l'Ukraine, pardon, excusez-moi. Il a ce matin à Paris et cet après-midi à Bruxelles et demain à Bruxelles, il y a le sommet Union européenne, Union africaine, présidence de la France. Demain soir se termine la séquence diplomatique d'Emmanuel Macron. La semaine prochaine s'ouvre sa campagne présidentielle. Et je pense que la semaine prochaine, en tout cas c'est mon pari, peut-être que je me tromperai, nous connaîtrons le candidat Macron. Allez, il faut marquer une pause. On se retrouve dans un tout petit instant avec vous. À tout de suite. Les débats avec vous. On va parler de Ségolène Royal qui soutient Jean-Luc Mélenchon et du pass vaccinal. Peut-être juste un mot pour conclure la séquence Mali avec vous, car le livre, c'est une armée européenne aurait peut-être
peut-être eu du sens. On voit bien que ce n'est pas possible. La France était toute seule au Mali. Hein. Oui, j'entends ce que dit Michel Taub. Je ne partage pas totalement le fait d'insister sur l'échec de la France. Pardonnez-moi, mais où est l'armée européenne? Enfin, il faut prendre ses responsabilités. Alors là, on va la retrouver, l'armée européenne, puisqu'elle va sortir du bois. C'est aussi le sens de l'intervention du président de la République ce matin. J'ai envie de dire, enfin, merci pour pouvoir assurer le minimum de ce que nous pouvons assurer, parce que pendant ce temps-là, la nature hors du vide, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on laisse tous ces extrêmes, tous ces dictateurs, toute cette junte, et encore une fois, tout ce dont on combat ici dans notre beau pays, c'est-à-dire les islamistes radicaux, le djihad, faire son œuvre, et il faut pas rêver. Un jour ou l'autre, on aura des ramifications, comme on en a eu malheureusement encore récemment dans notre beau pays. On a un auditeur gourmand qui me dit: est-ce que nos troupes vont au Niger, car nous n'avons pas la logistique pour les rapatrier? C'est une bonne, question. Pourquoi ils vont au Niger? Mais c'est une très bonne question. Mais parce qu'on est là-bas pour lutter contre le terrorisme. Le Al-Qaïda et Daesh ont fait de l'Afrique leur nouveau territoire de conquête. Donc ce qu'ils ont fait en Syrie, ils sont en train de le faire en Afrique. Et comme je le disais, la différence entre la Syrie et l'Afrique, c'est que nous, on a beaucoup de binationaux, et que quoi que l'on dise, l'Afrique, c'est beaucoup plus proche de nous que ne l'est l'Extrême-Orient. Allez, on va passer au sujet trahison, ou peut-être, je ne sais pas, est-ce qu'on peut appeler ça une trahison? Ségolène Royal qui a décidé de soutenir Jean-Luc Mélenchon. On a entendu tout à l'heure dans le zapping de Gilles qu'elle taclait Anne Hidalgo en lui disant qu'il fallait qu'elle se retire. Écoutez ce que disait hier Ségolène Royal. Aujourd'hui, c'est évident que le vote utile à gauche, c'est le vote Mélenchon, puisque c'est lui qui est professionnellement, qui fait la meilleure campagne, qui est en train d'arrondir les angles par rapport à ce qui pouvait déplaire chez lui, qui est capable de répondre à l'ensemble des questions, qui est structuré, qui est cultivé, qui a l'expérience d'une campagne présidentielle, qui sait prendre des coups, et donc c'est lui le plus solide. Voilà, il est donné à 11% d'intention de vote dans notre sondage quotidien IFOP pour Sud Radio. Les autres candidats à gauche, 5% pour Yannick Jadot, Christiane Taubira 2,5%, Fabien Roussel 3%, Anne Hidalgo 2,5%. Jérôme Ripoll. On pourrait dire, elle est pragmatique, mais elle est une fois de plus opportuniste. C'est ça qui est vraiment dramatique chez elle. Elle pensait avoir un poste de ministre, elle soutenait Emmanuel Macron. Aujourd'hui, elle voit qu'Anne Hidalgo est dans les choux. Elle soutient Mélenchon en espérant récupérer quoi? Je ne sais pas. Un poste de sénateur des Français de l'étranger, par exemple, qui lui aurait été refusé, par le Parti Socialiste. Mais c'est vraiment... Enfin, Ségolène Royal, c'est devenu quelque chose de bon, déjà, c'est un parcours qui n'aurait jamais dû exister. Aujourd'hui, parce que c'est un produit, c'est le dernier produit de l'énarchie. C'est-à-dire, elle occupe la place de conseillère du prince, Mitterrand. Elle obtient une circonscription grâce à lui, alors certes elle la gagne, et puis après elle devient ministre parce que son ex-mari est président de la République. Mais attendez, qu'est-ce que c'est que ce parcours? On est dans quoi? On est dans la collusion, l'endogamie, la famille, enfin, moi je trouve ça... oui, mais c'est pas parce que son mari est président de la République qu'elle ne doit pas devenir ministre. Oui, mais enfin, l'aurait-elle été autrement? C'est-à-dire, est-ce que, bon... Une grande carrière politique, enfin, elle a quand même eu, elle avait une carrière. Alors peut-être Nicolas Corato. Oui, non, mais je vais pas être complètement d'accord avec Jérôme Ripoll, c'est bien ainsi. C'est normal. Il faut rappeler aussi que Ségolène Royal a été une candidate à la présidentielle, qu'elle a, avec son mouvement Désir d'avenir, révolutionné et marqué durablement le peuple de gauche. Elle est très populaire. Et moi, je ne retire rien sur l'opportunisme de la carrière de Ségolène Royal, mais d'une certaine manière, quel homme politique n'est pas opportuniste? Et puis, les carrières sont longues, il faut savoir tenir. Mais elle a aujourd'hui une popularité, encore aujourd'hui, une popularité à gauche, parce que elle incarne quelque chose de très différent à gauche, notamment son rapport direct avec les électeurs de gauche. C'est une femme d'appareil, vous avez raison, mais qui a eu l'intelligence à un moment aussi de se rapprocher du peuple, d'avoir un contact direct et de faire sauter les appareils dont elle était issue. Je reconnais parfois également. Mais là, Nicolas, sur sa prise de position, enfin, on peut quand même dire que sur sa prise de position, il y a nécessairement une forme de vengeance et de radicalisation vis-à-vis du Parti socialiste et de règlement de compte entre petits amis ou grands ennemis au Parti socialiste. Mais il y a autre chose. Parce que c'est pas que n'importe qui à gauche, Ségolène Royal, c'est quand même un ralliement
qui met un terme, à mon avis, à la polémique lancée par Manuel Valls sur les gauches irréconciliables. Que Ségolène Royal, grande figure du Parti socialiste, et ça personne ne peut lui enlever, dise aujourd'hui que le vote utile, c'est de voter Jean-Luc Mélenchon, c'est pas neutre. C'est pas neutre pour les électeurs de gauche. Ça annule, à mon avis, ce faux débat sur les gauches irréconciliables qui n'est lancé par Manuel Valls et que par les gens de droite, parce qu'à gauche, on n'a jamais pensé que les gauches étaient irréconciliables. Et c'est un symbole assez fort qu'il ne faut pas mettre de côté parce que, encore une fois, je pense qu'à gauche est en train de se former l'idée que finalement les électeurs voteront, le peu d'électeurs de gauche qui restent à gauche, voteront pour aller au second tour et que dans un trou de souris, sur un malentendu, ça peut fonctionner. Le second tour, il est entre 15 et 17%. Mélenchon gagne 0,5 points à peu près à tous les sondages. On est à moins de 2 mois des élections. Il a une dynamique et il peut jouer une forme de surprise par rapport à un enjeu qui est très ouvert. Donc c'est pas un ralliement anodin et ça n'est pas que de l'opportunisme ou que du règlement de compte. Oui, Carl Olive. Moi, je pense que les Français doivent se marrer. Oui. Je constate que aujourd'hui, on ressort les vieux de la vieille. Il y a longtemps qu'on les a pas entendus. Alors, on a Ségolène Royal hier, on a eu Édouard Balladur avant-hier. Ils ont le droit de s'exprimer, nos aînés, quand même. Évidemment. Mais à un moment donné, c'est vrai qu'à un moment donné, c'était un petit peu comme le sucre dans le café. C'est-à-dire que plus on les cherchait, moins on les trouvait. Aujourd'hui, ça change. On est à 2 mois d'une élection présidentielle. En tout cas, ce matin, moi, je ne partage pas ces idées, mais j'ai aimé la sortie de Patrick Mennucci, qui est le député que vous connaissez. Qui a été porte-parole de Ségolène Royal. Porte-parole de Ségolène Royal, qui lui dit ceci: désolé, être au second tour avec un candidat, en parlant de Jean-Luc Mélenchon, un candidat populiste pro-Poutine qui a manifesté avec les frères musulmans et dont le programme nous conduit dans un gouffre, c'est pas la vision de la gauche. Et je crois que effectivement, il a raison. Et quand j'entends cette petite voix, j'ai entendu il y a pas très longtemps une petite voix d'un ancien président du Sénat de gauche qui disait mais nous, finalement, Macron-Pécresse, c'est la même chose et finalement la victoire de Pécresse, ça permettrait à la gauche de se refaire une santé. C'est un peu court et je pense encore une fois que les Français doivent bien rire et tant mieux parce qu'il faut 6 muscles pour sourire et 42 pour faire la gueule. On revient un peu. C'est dans votre livre. C'est dans le livre. Non, mais c'est le beau pays qui est le mien. Carl Olive a raison de revenir sur les fondamentaux. C'est-à-dire que Nicolas, ce qu'on peut quand même critiquer, c'est que Ségolène Royal donne un blanc-seing à Jean-Luc Mélenchon, qui a quand même des idées sur lesquelles il y a matière à discuter et voire à s'opposer. Quelles idées? Celles que vous caricaturez, et que vous avez le droit de le faire. Mais ou les idées de fond d'un programme que Jean-Luc Mélenchon développe depuis maintenant 3 élections, qui est peut-être le programme le plus abouti de tous les candidats à cette présidentielle, quoi qu'on pense des options, relisez l'Avenir en commun, vous verrez, c'est un programme, on en pense qu'on veut. Nicolas, que pensez-vous de la position de Jean-Luc Mélenchon sur les Ouïghours? Que pensez-vous de la position de Jean-Luc Mélenchon sur Poutine? Ça, c'est des faits réels. Nicolas, enfin, si je peux me permettre. Oui, allez-y, on vous a pas entendu, Michel. Comment dire? Ségolène Royal parle d'un vote utile. Franchement, où est la limite du vote utile par rapport à ses propres convictions? Je pense véritablement que moi j'ai du mal à voir par rapport au parcours de Ségolène Royal, aux quelques idées qu'elle a pu défendre depuis 20 ans, quels sont les points communs de Ségolène Royal avec la doctrine de Jean-Luc Mélenchon? Je ne parle même pas de son parti. Mais est-ce qu'elle n'a pas raison sur le fond? Le vote utile aujourd'hui, il est chez Jean-Luc Mélenchon. C'est pas sur le fond, c'est sur la tactique. Sur le fond, je trouve qu'elle se trahit. Et en fait, quand je me suis permis de rebondir, Jérôme Ripoll, en vous demandant pourquoi vous dénoncez un peu Ségolène Royal, c'est parce que moi je voulais dire la chose suivante. Le jour en début 2006, Ségolène Royal a annoncé qu'elle était candidate à la primaire du Parti Socialiste. Face à Dominique Strauss-Kahn, Laurent Fabius, et je sais plus, il y en avait encore un, et qu'elle a gagné la primaire. Je me suis dit, le fait que l'épouse du premier secrétaire du Parti Socialiste se porte candidat à la présidence de la République, c'était le début de la fin pour la gauche, parce que lorsque vous avez un couple, et c'est ce népotisme familial qui est terrible partout dans le monde. On ne peut pas gouverner un État en famille. Ça ne se fait pas.
pas dans un État développé, un État démocratique. Ils étaient divorcés, séparés. Non, ils étaient pas. Mais Michel, on est loin du fond. Parce qu'ils n'ont jamais été mariés. Absolument, mais ils vivaient ensemble. C'est pas du tout, Valérie. Les problèmes sont arrivés après. Mais alors, parce qu'en plus, mais ce que je pense, c'est que Ségolène Royal, elle porte une très grande responsabilité. Mais ça pourrait être François. Ils auraient dû entre deux se dire, il y en a un qui va au combat pour diriger le pays. Ça aurait pu être Ségolène Royal, mais pas les deux, et pas en concurrence. Et ça, moi, je voulais le dire. J'ai déjà écrit là-dessus, mais je trouve que Ségolène Royal, d'année en année, elle enfonce un peu plus la gauche par une sorte de crime fondateur qui était encore une fois ce népotisme familial qui a tué la social-démocratie française. Et je trouve ça vraiment dramatique. Et ce qu'elle dit sur Mélenchon, ça ne fait partie de cette historique démoniaque qu'ils ont eux-mêmes créé tous les deux. Oui, je sais pas. Bon, on va. Je croyais qu'on était sur les éléments de fond, mais oui, sur le. Sur les éléments de fond, j'en ai évoqué, Nicolas. Qui vit avec qui couche avec qui. Je pense que ça n'a jamais fait un programme politique ni changer une société. Et l'important quand même, l'important quand on parle de vote utile, c'est qu'on considère effectivement qu'on peut gouverner ensemble. Et ça, moi, c'est ce que je lis, et c'est ce que j'entends aujourd'hui dans la déclaration de Ségolène Royal. Et vous pensez que c'est possible ? Bien sûr, parce que le fond du programme de Jean-Luc Mélenchon, il est complètement partageable avec un très très grand nombre d'électeurs de gauche et un très grand nombre d'élus de la gauche, quoi qu'on en dise, quand on n'est pas de ce bord-là. Quand on regarde le programme attentivement sur la justice sociale, sur la fiscalité, sur la politique économique, très franchement, je pense qu'on peut réunir un certain nombre de socialistes actuels et de gens chez Jean-Luc Mélenchon. Il faut arrêter d'agrandir ou de caricaturer les tensions ou les clivages à gauche. Finalement, le socle est assez commun et c'est assez facile, effectivement, de voter utile. Et ça fait plusieurs mois que je le dis, il faut pas enterrer tout de suite la gauche. Il y a beaucoup plus de candidats à droite finalement qu'à gauche pour le second tour. Et si finalement le seul candidat qui a une chance d'émerger, c'est Jean-Luc Mélenchon, Jean-Luc Mélenchon peut produire une surprise. Avec 25% des intentions de vote, la gauche peut être au second tour. Le candidat de la gauche social-démocrate, c'est Emmanuel Macron. Vous allez voir, il va faire une campagne. La droite étant beaucoup trop occupée par Valérie Pécresse, Zemmour et Le Pen. Moi, je vous parie qu'il va faire une campagne disruptive, très sociale, pour justement occuper tout le terrain de la social-démocratie et l'emporter de ce côté-là. D'ailleurs, Nicolas, donc vous pouvez nous dire que vous êtes d'accord sur le programme de Jean-Luc Mélenchon qui rétablit la retraite à 60 ans ? Vous êtes d'accord ? Aujourd'hui, on peut se permettre. Oui, on peut. Le SMIC à 1400. Mais c'est la gauche de 1981, Nicolas. Mais très bien, c'est la gauche des jours. C'est la gauche de 1981 et du Conseil national de la résistance. Et croyez-moi, on n'a pas les taux de croissance de 30%. On n'est pas du même bord, Giron. Oui, à gauche, on est pour on n'est pas du même bord, mais on peut pas dire. Vous pouvez pas dire en tant que représentant de. Et on trouvera les 5 milliards. Allez. Vous pouvez pas dire en étant de la gauche démocrate sociale que l'EPS peut soutenir Jean-Luc Mélenchon. Ça me paraît pas audible. La vraie gauche, qui a toujours été celle du progrès social, elle soutiendra toujours des programmes qui sont mieux disants socialement et où la justice sociale va dans le sens de ceux qui en ont besoin. Et effectivement, aujourd'hui, mais sur cette retraite, sur 2 minutes, Valérie, parce que ça m'énerve cette histoire de retraite, que notre classe politique sérieusement, et que des commentateurs aussi sérieux que Jérôme Ripoul puissent sérieusement dire qu'il faut allonger la durée de la retraite jusqu'à 65 ans. J'ai pas dit ça. Il s'agit de la reculer, là. On est infoutu d'employer les seniors dans nos entreprises et de les garder. Mais justement. Franchement, ce débat, je le trouve abscon. Et effectivement, le plus responsable de tous les candidats, c'est Jean-Luc Mélenchon quand il dit c'est pas la retraite à 60 ans pour emmerder les patrons, c'est parce qu'on sait pas quoi faire de nos seniors. Donc il faut arrêter d'être dans des schémas complètement idéologiques sur ce sujet. La retraite à 60 ans, c'est un progrès social et c'est aussi très pragmatique et c'est aussi réaliste. C'est regarder la réalité de notre marché de l'emploi en face. Donc il faut arrêter avec ces caricatures. Oui, moi je suis pour la retraite à 60 ans, bien sûr. Et voilà, il vous a répondu. Allez, il faut faire la pub maintenant et on va parler du pass vaccinal. À tout de suite. Les débats avec vous, je voudrais qu'on parle du pass vaccinal. Lentement mais sûrement, le gouvernement annonce la levée des restrictions sanitaires. On voit que certains pays comme la Suisse, hier ou avant-hier, ont décidé de lever toutes les restrictions. Gabriel Attal, hier soir, a confirmé
confirmé en disant mi-mars, on pourra commencer à lever le pass vaccinal, à ne le maintenir que dans certains lieux comme les boîtes de nuit. Je ne sais pas comment c'était hier, mais c'est pas évident le masque en boîte de nuit. Olivier Véran également, on pourrait alléger le pass vaccinal en mars, mais le conserver dans les endroits les plus à risque comme les discothèques. Alors évidemment, comme d'habitude, nous ne sommes pas des scientifiques, mais on voit quand même quand on les écoute qu'ils ne sont pas tous d'accord. Hier, Dominique Costaglia, l'épidémiologiste, disait que le masque était la dernière chose à retirer. Donc est-ce que vous comprenez déjà le calendrier gouvernemental? Peut-être vous, Carl Olive, puisque vous êtes concerné directement dans votre commune, vous allez devoir prendre des décisions. D'abord, merci de l'avoir rappelé, Valérie Expert. Si on pouvait avoir moins de médecins qui se prennent pour des politiques et des politiques qui se prennent pour les médecins, ce serait bien dans ce pays. Pour moi, comme je l'ai souvent dit, et à l'antenne de Sud Radio également, la porte d'entrée, c'est celle des urgences de la réanimation médicale. Qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui? C'est que le variant Omicron fait qu'il y a un virus qui existe, il est moins virulent que le variant Delta. Et donc, les décisions sont différentes et elles s'adaptent à cela. On peut encore être malade avec le virus, mais si vous êtes vacciné, il y a moins de complications. C'est pas moi qui le dis, c'est l'infectiologue Yves Velker, grande sommité de ce pays à l'hôpital Poissy-Saint-Germain. Donc on va lentement mais sûrement vers effectivement la fin du pass vaccinal et une levée partielle des gestes barrières. Pour autant, c'est pas comme on ferme un rideau à la fin d'une soirée. Le virus va pas partir comme ça du jour au lendemain. Donc, il faut accepter d'être responsable. Et moi, j'entends qu'on puisse effectivement dire que dans des endroits de rassemblement massif, on puisse, le cas échéant, garder les masques. J'entends et je comprends que les Français en ont marre. J'entends et je comprends que faut qu'on arrête d'emmerder les gamins, qu'on arrête d'emmerder les gens au restaurant et qu'on puisse retrouver une vie entre guillemets normale. Mais tout ne va pas se faire en un claquement de doigts. On vit avec son temps et il faut accepter peut-être qu'après-demain, on entend parler d'un nouveau variant qui arrive, il y aura peut-être des dispositions à prendre. Et quand on est dans le pragmatisme et le bon sens, la vie, pardon de le dire, elle est un tout petit peu plus facile. Oui. Michel? Moi, j'ai pas compris qu'il y a 10 jours, ils aient annoncé, ou une semaine, qu'ils aient annoncé la levée du masque dans les lieux d'intérieur. Je pense que, comme j'ai dit souvent, le pass vaccinal n'était pas adapté à l'Omicron. Il marchait très bien pour le variant Delta, mais pas pour l'Omicron, et que donc le pass vaccinal est arrivé au moment où peut-être on en avait plus trop besoin. Donc je pense que le gouvernement pourrait être courageux en disant effectivement on va lever le pass vaccinal rapidement, mais on appelle les Français à maintenir le masque dans tous les lieux fermés justement, et c'est le contraire de ce qu'ils ont annoncé, parce que c'est dans les lieux fermés qu'il y a des risques de transmission du virus. Deuxième élément sur lequel je voudrais insister, le gouvernement n'en parle jamais, mais l'Omicron est dévastateur en matière de Covid long. On n'en parle jamais. C'est un vrai scandale de santé publique. Vous avez aujourd'hui des centaines de milliers de nos concitoyens qui chopent l'Omicron tout en ayant été vaccinés 3 fois et qui développent des Covid longs. Il y a de très nombreux témoignages et on en parle. Le gouvernement n'en parle pas. Parce que, mais en termes de prévention, en termes d'écoute, en termes d'accompagnement, les médias pareil n'en parlent pas. Et je trouve ça très 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 dommageable. Donc moi je pense qu'effectivement, plutôt que d'attendre mi-mars, on sera en pleine campagne électorale et ce sera évidemment un argument de campagne très fort. Comme par hasard. Il vaudrait mieux annoncer plutôt le pass vaccinal, on va pouvoir s'en passer, mais garder le masque, porter le masque, parce que c'est un vrai moyen de prévention et de protection de soi-même et des autres. Oui. Michel a raison. Le problème du gouvernement, c'est les messages contradictoires qu'il envoie. C'est-à-dire, d'un côté, il dit le pass vaccinal va être maintenu, vaccinez-vous. Le chef du gouvernement l'a encore dit récemment. Et de l'autre, c'est on allège. Donc ça c'est le en même temps, parce que ça peut se comprendre aussi. Emmanuel Macron a compris que la pression qui pesait sur les Français était difficile à maintenir. Donc il lâche un petit peu de lest, tout en se disant il faut continuer à vacciner, d'où le maintien du pass vaccinal. Et je pense que c'est ce qui est un petit peu difficile à entendre pour les Français, mais ça a plutôt réussi à Macron. Il joue sur les deux tableaux, donc je pense qu'il continue. 28 février, donc le masque ne sera plus obligatoire dans les lieux clos soumis au pass vaccinal, mais il restera
sera dans les transports comme le TGV ou les avions, et mi-mars, fin du port du masque en intérieur pour les adultes et les enfants et allègement du pass vaccinal si la circulation du virus est très faible. Il y a aussi cette donnée-là à prendre en compte. C'est-à-dire que ce que vous disiez, Carl Olive, on ne ferme pas un rideau en disant voilà, c'est fini, youpi, s'il y a un virus qui continue de circuler. Nicolas Corato, sur le calendrier. Oui, moi, ce serait bien que démocratiquement, on applique le droit. Qu'a dit le Conseil constitutionnel quand il a validé le pass vaccinal? Il a considéré que cette mesure était très largement attentatoire aux libertés individuelles et publiques. C'est un cas, ça crée une vraie dérogation aux libertés, mais qu'elle était justifiée à partir du moment où elle était proportionnelle, utile et limitée dans le temps. Et donc, la question qu'on doit se poser, c'est est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, le pass vaccinal est toujours proportionné à la situation de l'épidémie? Est-ce que c'est toujours utile pour lutter contre l'épidémie? Et est-ce qu'il n'est pas venu le temps, effectivement, d'en faire une mesure provisoire? Moi, ce qui me choque dans notre histoire et dans notre débat, c'est que cette décision d'appliquer le droit, et d'appliquer le droit tel qu'il a été exprimé par le Conseil constitutionnel, revient ou reviendrait uniquement à l'exécutif. Je me demande où est passé le Parlement, où sont passés les parlementaires. Parce que si c'est pas les parlementaires qui vont ils peuvent s'exprimer dessus. Mais il y a un sur conseil... les libertés. Mais si, sur les libertés, sur les atteintes aux libertés, il n'y a rien d'autre que le Parlement. Il y a plein de filtres quand même. Et c'est bien la difficulté. Au Parlement, il y a eu des recours au Conseil d'État. Oui, Michel, mais le Parlement souverain aurait la possibilité, peut-être même la responsabilité, de se saisir de la situation telle qu'elle est et de considérer qu'en pratique, et pour être pragmatique comme monsieur le maire, le pass vaccinal n'a plus vocation à exister. Nicolas, il y a un problème technique, c'est que la semaine prochaine, milieu de la semaine prochaine, les parlementaires seront non pas en vacances parce qu'ils restent députés jusqu'à fin juin, mais ils ne seront plus dans l'hémicycle puisqu'ils sont libérés pour aller en circonscription préparer la campagne électorale. Je suis au courant, mon cher Michel, mais on a su créer des sessions particulières et extraordinaires pour mettre en place notamment les mesures d'état d'urgence sanitaire. Je pense qu'on pourrait faire de même pour les lever. Bien sûr, mais évidemment. Voilà. En tout cas, c'est plus difficile de revenir en arrière en matière de restrictions aux libertés que d'avancer et de revenir à un état. Que fait Jean-Luc Mélenchon? Mais là, on a un peu l'impression, de ce que j'ai pu entendre, que le gouvernement dit faites un peu comme vous voulez. C'est-à-dire, pourront se faire vacciner une 4e fois, ou avoir une dose de rappel ceux qui veulent, garderont le masque ceux qui veulent, et c'est un peu. La discrétion, à convenance. Non, disons les choses. Moi, hier, j'étais en visite dans notre centre de vaccination. On constate que depuis l'annonce de la fin proche du pass vaccinal, on a largement moins de vaccinés. On voit bien que des gens venaient parce qu'il fallait le faire et parce que c'était imposé. Après, je pense qu'il faut faire preuve vraiment d'humilité. Donner l'arrivée du tiercé après les chevaux, ça c'est facile après la course. Je veux dire aussi que c'est pas une décision politique personnelle. Et c'est bien pour cela que le président de la République ou le Premier ministre, je dirais, respectent ce que leur impose, entre guillemets, les scientifiques du Haut Conseil. Et tant mieux, parce qu'il y a les responsabilités pénales qui sont mises en place. C'est une discussion que j'ai eue en direct à l'Élysée il y a quelques mois, et c'était la raison qui était imprimée. Maintenant, c'est vrai que les Français veulent passer à autre chose. Mais il faut quand même être vigilant parce que, comme le disait Nicolas Corato, c'est que on n'est pas à l'abri que dans 3 mois, dans 4 mois, on voit surgir, comme ça s'est produit l'été dernier, un autre variant, et il faudra s'adapter à la situation. Et encore une fois, c'est nous qui devrons nous adapter à la nature et pas l'inverse. Mais moi, je suis convaincu que depuis 2 ans, le travail n'a pas été fait sur les actes de prévention, les gestes barrière, le port du masque. Il faut tout attendre de l'État pour ça. Michel, il y a une explication. Le milieu hospitalier a été quand même très très secoué. Le Covid long, ça a des implications psychiatriques, des implications pneumologiques. Donc en clair, il faut organiser toute la médecine hospitalière et c'est très compliqué. Mais je sais qu'il y a aujourd'hui des professeurs de ville, beaucoup aussi, mais les professeurs de hospitaliers, les PUPH, sont en train d'y réfléchir et c'est très compliqué. Le Covid long, c'est pas à l'hôpital. Le Covid long, c'est des personnes qui sont à la maison, mais qui peuvent plus travailler autant qu'avant, qui ont des problèmes. Pour l'instant, c'est pas. Mais excusez-moi, je précise, l'Omicron, c'est des personnes. J'en ai déjà moi plein de témoignages dans mon entourage. Je me suis renseigné, il y en a plein qui en ont aussi. C'est des personnes qui
qui vont pas à l'hôpital, sauf certains jours où ils ont des formes de rechute sur des symptômes qu'ils n'ont jamais connus. Et il y en a énormément. Donc c'est avant l'hôpital. Et là, la médecine de ville est complètement démunie. Et ça a des graves conséquences au niveau social, économique, parce que les personnes ne peuvent plus travailler comme avant. Mais message d'un auditeur, Olivier, qui dit donc s'il enlève le pass, s'il enlève l'obligation vaccinale, et ce n'est pas un choix anodin, mais politiquement c'est un cadeau pour la campagne. Il y a cet aspect politique qui est évoqué par un certain nombre de Français. Voilà. Eh bien, très bonne journée à vous sur Sud Radio. On se retrouve demain.